Oui, t'as bien lu le titre de cette vidéo. Ça va faire maintenant plus de 300 ans que tu votes toujours pour le même parti politique et plus de 300 ans que tu es toujours déçu. Alors un coup t'es déçu parce que la politique est trop à droite, puis elle est trop à gauche, mais ça fait 300 ans que t'es déçu. Non mais attends, je t'arrête tout de suite. L'espérance de vie d'un humain, c'est 80 ans. Alors comment tu m'expliques que ça fait 300 ans que je suis déçu? Alors je dirais pas toi, particulièrement toi qui es déçu, mais ça fait 300 ans que les Français sont déçus, et tes ancêtres étaient sûrement aussi déçus que toi de la politique gouvernementale qui les dirigeait à leur époque, il y a 300 ans de cela. Je dirais même plus, même à l'époque où t'avais pas le droit de choisir ton roi, je voulais dire ton président, même à l'époque où t'avais pas le droit de choisir ton président, les hommes étaient quand même déçus des politiques de l'époque. Mais il s'agit pas vraiment de cela. Nous, on va parler de la politique du vote, de la politique sous la République, et on va parler de ce régime, du coup, qui te déçoit et qui a déçu tes ancêtres depuis maintenant 300 ans, et qui d'ailleurs, qui gouverne toujours, et qui gouvernera sûrement dans 1000 ans encore. Allez, on y va. Bon, on va pas y passer par 4 chemins. On va tout de suite mettre les pieds dans le plat. On va plonger directement dans le sujet. Cette politique qui te déçoit, c'est quoi ? Alors, c'est pas un parti politique, hein. Ils sont en perpétuelle évolution, même si symboliquement la gauche est toujours la gauche et la droite est la droite. C'est pas un parti en particulier qui te gouverne depuis 300 ans. Bien évidemment, c'est pas non plus les aliens, les Illuminati, les francs-maçons ou je sais pas quoi. Non. C'est une forme de gouvernement et surtout une façon de gouverner qui te dirige depuis 300 ans. Et ce régime qui te gouverne depuis 300 ans, c'est la politique de l'entre-deux. Je viens de l'inventer. J'ai cherché ça sur internet, j'ai pas trouvé. Quand j'ai cherché la politique de l'entre-deux, ils me parlent de l'entre-deux-guerres, ils me parlent de trucs à la noix, mais pas du tout. Ils sont pas du tout dedans là, les historiens. Il y a que chez Atlas qu'on est aussi subtil. Et c'est pour ça que je vous dis de vous abonner. Mais on retourne au sujet. Et oui, c'est dingue, je n'ai pas trouvé d'historien qui parlait de ma fameuse théorie, cette politique de l'entre-deux, et c'est pour cela que je fais partie actuellement des meilleurs historiens YouTube. Mais on n'est pas là pour me jeter des fleurs. Faut qu'on développe ma théorie au lieu de parler de moi. Donc pour mettre en avant ma théorie, on va débuter nos péripéties avec Louis XVI. Sous Louis XVI, le royaume est divisé en 3 ordres. La noblesse, le clergé et le tiers-état. À cette époque, la monarchie absolue est en crise, confrontée à 2 groupes aux intérêts divergents. La noblesse et le clergé, que pour rigoler on pourrait appeler ça l'extrême droite, qui tentent de maintenir leurs privilèges, tandis que le tiers-état, donc les communistes, réclament des réformes sociales et fiscales. Louis XVI, en tentant de concilier ces 2 groupes, se place au milieu. Il convoque les États généraux en 1789 pour calmer des tensions, mais son incapacité à satisfaire les revendications du tiers-état tout en conservant la loyauté de la noblesse, le mène à l'impasse. Pour exemple, l'échec de ces réformes, comme la tentative de taxer la noblesse, aboutit à un mécontentement généralisé. Les réformes fiscales de Necker et Calonne échouent, illustrant la paralysie d'un gouvernement qui cherche un compromis impossible. Résultat, le roi déçoit à la fois le tiers-état et la noblesse, créant un contexte révolutionnaire. On passe à l'étape 2, à savoir la Révolution française et la Première République. La Révolution bouleverse l'ordre ancien, ça vous le savez. La période est marquée par des luttes internes entre les modérés, les girondins, qu'on appellerait les gauchistes, et les radicaux, les montagnards, qu'on appellerait les droitards. Ici, une fois de plus, on peut interpréter une politique de l'entre-deux qui se manifeste dans la tension entre la modération et l'extrémisme. En 1889, les premiers gouvernements révolutionnaires, comme l'Assemblée constituante, tentent de concilier l'idéal révolutionnaire avec une forme de monarchie constitutionnelle. La Constitution de 91 établit un équilibre fragile entre une monarchie limitée et un parlement représentatif. Louis XVI déçoit les républicains radicaux en refusant d'abandonner des prérogatives royales, tandis que les royalistes considèrent qu'il a abandonné trop de pouvoir. En 1994, lors de la Terreur, avec l'exécution de Louis XVI, les montagnards sous Robespierre prennent le dessus, mais même à ce stade, le gouvernement doit constamment naviguer entre jacobins extrémistes et girondins modérés. La violence de la Terreur est une réponse à l'incapacité de trouver un consensus central, culminant dans la chute de Robespierre, victime de sa propre radicalité. Après Robespierre donc, le Directoire cherche à stabiliser la France, il doit gérer les royalistes qui veulent restaurer la monarchie et les jacobins radicaux.
Le Directoire est pris au milieu. Ses efforts pour réprimer les deux extrêmes sont infructueux et il est miné par des conspirations de chaque côté, comme le complot royaliste de Babeuf. La gouvernance devient instable, préparant le terrain pour le coup d'État de Napoléon en 99. On le voit là, j'ouvre un aparté, mais on le voit, une politique de l'entre-deux fait des déçus. Et dans une époque instable où les extrêmes ont la capacité de prendre le pouvoir à tout moment. On passe donc à Napoléon, durant une quinzaine d'années si ça vous va. Donc Napoléon est l'idée même de l'entre-deux, où Napoléon instaure un régime autoritaire tout en consolidant certains acquis de la Révolution. En 1799, il cherche à être un homme de consensus, il établit le Code civil qui garantit certaines libertés individuelles héritées de la Révolution tout en renforçant l'autorité de l'État. Il tente de maintenir un équilibre entre les royalistes qu'il considère comme un usurpateur et les républicains qui voient dans son règne une trahison des idéaux révolutionnaires. Son pouvoir repose sous une forme de légitimité populaire, mais il reste très centralisé. On le voit ici, même si les monarchistes sont déçus de Napoléon et les républicains sont déçus de Napoléon, Napoléon fait une politique de l'entre-deux, c'est-à-dire qu'il représente la monarchie sous son autorité. D'ailleurs, il représentera la monarchie de manière héréditaire et donnera à Napoléon II le rôle de sa succession. Donc, de ce côté-là, c'est un monarque de lignée héréditaire, avec son fils qui va prendre la royauté sur le père une fois que celui-ci ne sera plus. Et en même temps, c'est un républicain puisqu'il ne met pas Dieu au-dessus de lui, mais les lois et les idées de la Révolution. Donc c'est un monarchiste républicain. C'est la politique de l'entre-deux. À sa destitution vient la monarchie des Bourbons. Ce n'est pas parce que la monarchie est rétablie que l'Empire est oublié et que Napoléon l'est également. Il est encore dans toutes les têtes, dans toutes les voix, dans toutes les paroles. Et les Français se demandent s'ils retrouveront un monarque à la hauteur. Les Bourbons, eux aussi, vont avoir affaire à des tensions entre les ultra-royalistes et les libéraux républicains et vont devoir appliquer la politique que j'appelle la politique de l'entre-deux. Donc après la chute de Napoléon, Louis XVIII tente de stabiliser la France avec une politique modérée entre royalistes qui veulent le retour à l'ancien régime complet et libéraux qui exigent plus de liberté. Louis XVIII adopte une monarchie constitutionnelle basée sur la charte qui accorde certaines libertés tout en rétablissant une monarchie modérée. Les royalistes purs et durs, les ultras, donc ce qu'on pourrait dire l'extrême droite, critiquent cette charte pour être trop libérale, tandis que les républicains la trouvent encore trop monarchique. Donc à ce moment-là, ce sont les libéraux qui sont à gauche. On peut être surpris aujourd'hui, on classe souvent le libéralisme à droite aujourd'hui, alors que les libéraux sont à gauche, tandis que les monarchistes sont à droite. Louis XVIII cherche l'apaisement, mais son règne est constamment contesté des deux camps. Avec Charles X, les affaires ne seront pas réglées, il est plus conservateur que Louis XVIII, il cherche à renforcer la monarchie, provoquant l'opposition des libéraux et menant à la révolution de juillet 1830. Sa politique est perçue comme un échec d'équilibre car il bascule vers un autoritarisme qui finit par lui coûter le trône. Viendra la monarchie de juillet sous Louis-Philippe. Suite à la révolution de 1830, Louis-Philippe devient roi des Français et non roi de France, donc non pas par droit divin, mais par la volonté du peuple. Louis-Philippe est une figure de compromis. Il se place entre les partisans de la monarchie autoritaire et les républicains les plus radicaux. Sa politique se veut modérée, il veut concilier monarchie et liberté publique. Pourtant, il est contesté par des légitimistes qui veulent restaurer la monarchie absolue des Bourbons et les républicains qui veulent la fin de la monarchie. En fin de compte, son gouvernement déçoit les deux, ce qui conduit à la révolution de 1848. Vous voyez ici, il y a toujours la politique entre deux qui est bien présente, comme je l'ai théorisé, mais elle n'est pas toujours concluante. Par la suite, on va arriver sous la Deuxième République et le Second Empire, représenté par Napoléon III. Donc sous la Deuxième République, elle est déchirée entre républicains modérés et socialistes radicaux. Donc républicains modérés, ça serait extrême droite, et socialistes radicaux, ça serait extrême gauche. Napoléon III élu président promet de maintenir l'ordre tout en garantissant des réformes sociales. Il navigue entre la droite conservatrice et les radicaux de gauche, mais son coup d'État en 1851, où il se déclare empereur, met fin à cette tentative de modération. On passe au Second Empire, où il adopte une politique économique libérale, tout en conservant une autorité impériale forte et ayant un côté socialiste.
faisant de sa politique de l'entre-deux une réussite, puisqu'il va conforter les socialistes de par ses lois socialistes, tout en ayant un pouvoir fort, ce qui va plaire aux radicaux. Il introduit certaines réformes sociales, comme le droit de grève en 1864, mais finit par être contesté à la fois par les républicains et monarchistes. Son échec lors de la guerre franco-prussienne conduit à la chute de l'Empire. On passe à la Troisième République, qui est un exemple particulièrement riche de cette politique de l'entre-deux. Dès le début de la Troisième République, elle doit composer avec les monarchistes, qui espèrent restaurer la royauté avec le duc de Chambord, et les républicains radicaux, qui demandent des réformes plus sociales. Ces schémas persistent tout au long de la période, culminant avec des événements comme l'affaire Dreyfus, qui divise profondément le pays entre conservateurs, donc extrême droite, c'est anti-Dreyfusard, et républicains progressistes, c'est extrême gauche, c'est Dreyfusard. On passe à la Quatrième République, qui est marquée par une instabilité politique chronique. Les gouvernements successifs tentent de maintenir un équilibre entre les communistes et conservateurs gaullistes, tout en gérant des crises majeures comme la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine. Cette politique de l'entre-deux conduit à une paralysie politique qui provoque la chute de cette dernière. Nous arrivons à présent à la Cinquième République, qui est instaurée par Charles de Gaulle et est marquée par une tentative de stabiliser le gouvernement français qui mettra en avant la politique de l'entre-deux. De Gaulle arrive au pouvoir avec un mandat fort pour rétablir l'ordre après les troubles de la Quatrième République où l'instabilité politique est exacerbée par les conflits en Algérie. Son retour au pouvoir repose sur un fort soutien populaire et un référendum qui lui confère une légitimité considérable. La Constitution de 58 renforce les pouvoirs exécutifs, permettant au président de la République de prendre des décisions rapidement. De Gaulle se positionne comme un leader au-dessus des partis, cherchant à réconcilier les intérêts nationaux, tout en ignorant parfois les revendications des partis politiques extrêmes qui s'opposent à sa vision. C'est là où on parle de monarchie républicaine. Pompidou, lui, va poursuivre la politique gaulliste tout en modernisant le pays. Il va essayer de rassembler des voix à droite tout en reconnaissant la nécessité d'une certaine ouverture à gauche. Il va cependant se heurter à des conflits internes et des mouvements sociaux. Giscard, lui, en tant que candidat centriste, incarne cette politique de l'entre-deux en cherchant à moderniser la France tout en conservant le soutien des deux bords. Son gouvernement doit faire face à des défis économiques tout en essayant de concilier les attentes de la gauche progressiste et des conservateurs de la droite. Ne satisfaisant ni la droite ni la gauche, Giscard d'Estaing sera mis sur le banc, laissant la place à Mitterrand en 1981, qui représente un tournant avec la victoire de la gauche. Il tente de gouverner, mais la cohabitation en 86-88 avec Chirac comme Premier ministre, puis de nouveau en 93-95, est un exemple de la politique de l'entre-deux. Mitterrand doit gérer un gouvernement de droite, tout en cherchant à maintenir ses réformes sociales. Cette situation montre comment un président de gauche doit constamment jongler entre les promesses électorales et la nécessité de travailler avec des adversaires politiques. Tout ceci mènera à l'arrivée de Jacques Chirac au pouvoir, qui cherche à rassembler la droite tout en faisant face à une gauche toujours présente. Pendant la cohabitation avec Jospin, Chirac doit naviguer entre ses politiques conservatrices et réformes progressistes. Nous aurons des situations similaires avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, pour arriver à Emmanuel Macron qui cherche à transcender les lignes partisanes traditionnelles, se positionnant comme un président centriste, cherchant à attirer des voix à la fois à droite et à gauche. Cependant, Macron aura des difficultés, que ce soit avec l'extrême gauche, avec Jean-Luc Mélenchon, ou l'extrême droite, avec Marine Le Pen, ou depuis 300 ans, les électeurs politiques de droite et de gauche sont une fois de plus déçus de leur président, qui mène la politique de l'entre-deux exploitée, et ce depuis les premières républiques. Alors, j'aurais même pu parler d'auparavant, lorsque les rois comme Philippe Auguste devaient exploiter leur politique à eux, qui était une politique de la compromission avec les autres barons, ou même auparavant lors des monarchies capétiennes, mérovingiennes et carolingiennes. On aurait même pu passer au stade antérieur, où on remontait jusqu'à l'Empire romain, où finalement l'empereur menait une politique de l'entre-deux entre le pouvoir des élites et le pouvoir du peuple, ce conflit éternel entre populares et optimates. Donc populares, le pouvoir des peuples, et optimates, le pouvoir de l'élite. Mais ceci sera pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo a marché, si cette vidéo vous a plu, pensez à l'aimer, à la partager et à la commenter.
pensez à laisser un petit don sur Tipeee. Moi de mon côté je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les amis.